La plupart des contenus mis en ligne sur YouTube sont légers et amusants à regarder. Mais la plateforme cache un côté sombre que beaucoup de gens ne découvrent jamais. Qu'il s'agisse de contenus truqués créés uniquement pour obtenir des vues ou de querelles entre célèbres YouTubeurs, il semble qu'il y ait toujours au moins un drame YouTube dont on parle à tout moment. Numéro 10. On dit qu'une vidéo mise en ligne sur YouTube en 2019 par Tati Westbrook, une YouTubeuse américaine et maquilleuse, a changé à jamais la nature de la culture Internet, bien que cette opinion ait été vivement débattue. À l'époque, Westbrook était en conflit avec un autre influenceur beauté, James Charles, alors qu'ils étaient auparavant très proches. Mais Charles a ensuite fait quelque chose qui semble inacceptable dans le monde de la beauté. Il a commencé à promouvoir une gamme de vitamines capillaires appartenant à l'une des concurrentes de Westbrook. Et elle n'a pas du tout apprécié. Dans la vidéo intitulée Bye Sister, Westbrook a déclaré qu'elle avait abordé le sujet avec Charles par SMS et qu'il avait ensuite affirmé ne pas avoir reçu d'argent pour ses efforts de promotion. Il a reçu des passes d'artistes pour Coachella cette année-là. À la suite de cette confrontation, James a commencé à parler du conflit entre lui et Westbrook aux chaînes de drama sur YouTube, et elle a donc décidé de créer sa vidéo comme une sorte de réponse. Si l'histoire des vitamines pour cheveux semblait anodine aux spectateurs venus pour le divertissement, Westbrook a ensuite lancé de graves accusations, amenant beaucoup à se demander pourquoi elle n'en avait pas parlé avant leur dispute. Elle a affirmé que Charles profitait de sa notoriété de youtubeur pour contraindre des hommes à agir selon ses désirs. James a aussitôt répondu en publiant une vidéo intitulée Tati. Mais les spectateurs l'ont tout de suite accusé de manquer de sincérité. Il a supprimé la vidéo puis publié une autre intitulée No More Lies. Dans la vidéo, il a dit que les accusations de Westbrook l'avaient blessé et s'est excusé d'avoir promu les vitamines pour cheveux dans son dos, confirmant ainsi ses soupçons. Il a nié avoir forcé qui que ce soit et assuré qu'il n'abuserait jamais de quelqu'un ainsi. Et suite à cela, plusieurs autres youtubeurs ont décidé de s'immiscer dans le drame après avoir choisi leur camp. Gabriel Zamora a abordé le sujet en déclarant que les actions de Westbrook étaient inacceptables, car tout influenceur beauté a le droit de promouvoir la marque de son choix. En réponse, elle a dit que Charles aurait dû la prévenir avant de promouvoir un produit concurrent, ajoutant n'avoir jamais rencontré Zamora ni eu de problème avec lui ou sa chaîne. De plus, il a déclaré qu'elle et Charles avaient eu de nombreuses conversations au sujet du produit capillaire en question et qu'ils étaient tous les deux d'accord pour dire qu'ils ne l'aimaient même pas. Ce qui explique pourquoi cela a été un choc lorsqu'il a soudainement commencé à le promouvoir. Mais pour enfoncer le clou, elle a ensuite accusé James de menacer et de ruiner des hommes qui ne répondaient pas favorablement à ses avances. Et elle a affirmé que ses déclarations à propos de Coachella ne pouvaient pas être vraies, car aucune grande entreprise ne distribuerait simplement des passes coûteux. Elle en a conclu que tout avait été planifié et que Charles avait inventé l'histoire de Coachella, sachant qu'un conflit surgirait entre eux. Par la suite, James a perdu des millions d'abonnés et il a fini par admettre qu'il devait apprendre à distinguer les hommes avec qui il pouvait parler et ceux qu'il valait mieux laisser tranquilles à l'avenir. Numéro 9. Les vidéos canulars représentent une grande partie du contenu mis en ligne sur YouTube chaque jour, et il est facile de comprendre pourquoi. Les gens aiment voir d'autres se faire piéger, et tant que c'est inoffensif et amusant, ces vidéos atteignent souvent des milliers ou millions de vues. Certains utilisateurs de YouTube pensaient que presque toutes ces vidéos étaient truquées et publiées juste pour des vues. Et chose remarquable, ils ont eu raison en 2016, lorsqu'un des plus grands farceurs de YouTube a admis qu'il avait truqué presque toutes ses vidéos. Le YouTuber s'appelle Youssef Ericat, connu sous le nom de FouzetTube. Sa chaîne a été créée en 2014 et il a commencé à publier des sketchs dans lesquels il plaisantait sur le fait d'avoir grandi au Moyen-Orient. Rapidement, il a publié des vidéos de farce et gagné des millions d'abonnés en peu de temps. En peu de temps, il est devenu la chaîne de canulars la plus populaire de la plateforme, avec certaines vidéos dépassant 100 millions de vues. Comme on pouvait s'y attendre, il a rapidement commencé à gagner beaucoup d'argent. Et dans certaines de ses vidéos, il exhibait certains des achats luxueux qu'il avait faits. Il a commencé à publier des vlogs de motivation et semblait sur la bonne voie. Et puis en 2016, une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux montrant FouzetTube impliqué dans une bagarre physique avec un streamer appelé RiceGum. À la surprise générale, RiceGum a frappé FouzetTube, faisant tomber la caméra et provoquant la fuite des gens. Des chaînes YouTube spécialisées dans les dramas ont relayé la vidéo, spéculant sur une querelle entre les deux YouTubeurs et proposant diverses théories pour expliquer la bagarre.
Alors que les rumeurs enflaient, le duo a révélé qu'il s'agissait d'un canular, démontrant la facilité avec laquelle les chaînes de drama pouvaient être trompées, même par des scénarios improbables. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas plu aux propriétaires de ces chaînes de drama, qui ont répliqué, mais les deux youtubeurs avaient peut-être trop bien fait passer leur message. On a vite découvert que les vidéos de FouseyTube étaient truquées, ce qui a désillusionné beaucoup de gens qui se sont désabonnés de ces chaînes et d'autres similaires. Cela a suscité beaucoup de méfiance sur la plateforme, car les gens ne savent plus quelles farces sont vraies ou créées pour des vues et de l'argent. Parmi ceux qui ont admis avoir réalisé de fausses vidéos, on compte Sam Pepper, Joey Salads et Mike Martin. Numéro 8, la plupart d'entre nous connaissent au moins une personne qui rêve de devenir influenceur. C'est généralement grâce aux images que ces influenceurs partagent, d'eux-mêmes menant une vie luxueuse et profitant des belles choses de la vie, souvent tout en étant payés pour le faire. Nous savons désormais que c'est rare et que beaucoup d'influenceurs publient des photos ou vidéos retouchées ou prises pour tromper le public en leur faisant croire qu'ils possèdent beaucoup d'argent et des biens coûteux comme des bijoux, voitures, vêtements et maisons. Cela se produit depuis de nombreuses années et pourtant beaucoup de gens se laissent encore berner en croyant que devenir influenceur est un métier facile qui rapporte énormément. Une youtubeuse qui semblait en avoir assez de cette tromperie était Gaby Hanna. Et en 2019, elle a décidé d'agir. Il était connu qu'elle n'aimait pas le festival Coachella, donc beaucoup de ses abonnés ont été surpris quand elle a publié une photo d'elle à l'événement. Elle a ensuite publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, admettant que la photo était fausse et créée pour sensibiliser à la vie trompeuse des influenceurs. Beaucoup ont compris que leur star Instagram et YouTube préférés étaient en fait des personnes ordinaires créant juste une illusion de succès. Des exemples de ce type de contenu incluent Jay Alvarez et Alexis Ren, qui sont devenus célèbres grâce à leurs vlogs de voyage et leur style de vie luxueux en visitant des pays du monde entier. Il a ensuite été révélé que la majorité de leur contenu était sponsorisé et que leurs vidéos et photos étaient mises en scène pour sembler spontanées, alors que ce n'était pas le cas. Il y a aussi eu Suzanne Mutesi, une influenceuse australienne, qui a été démasquée après avoir payé pour des milliers de faux abonnés. Il a aussi été révélé qu'elle avait bien moins d'argent qu'elle ne le prétendait et qu'elle faisait semblant d'être riche pour attirer des contrats de grandes marques. L'influenceur crypto-argentin Fernando Pérez Algaba a gagné des centaines de milliers d'abonnés qui croyaient aussi qu'il était riche et qu'il voyageait de pays en pays, en menant une vie de jet-setter. On apprendra plus tard qu'il était lourdement endetté, ayant emprunté presque tout l'argent pour simuler son mode de vie et qu'il était en réalité dans une impasse financière difficile à surmonter. Belle Gibson, influenceuse bien-être australienne, s'est fait connaître en affirmant avoir guéri un cancer du cerveau grâce à une alimentation adaptée et des remèdes naturels. Dans l'un des pires cas de ce genre, il a été révélé qu'elle n'avait en réalité jamais eu de cancer et qu'elle avait seulement prétendu être en phase terminale pour gagner des abonnés dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Numéro 7. Certains abonnés s'investissent énormément dans la vie personnelle de leurs youtubeurs préférés, comme ce fut le cas pour un couple, Heidi O'Farrell et Jared Nabanbauer, qui ont chacun créé leur propre chaîne YouTube. Jared, qui était devenu connu sous le nom de Pro Jared, a gagné des milliers d'abonnés grâce à ses critiques de jeux vidéo d'1 minute, qu'il a commencé à publier sur la plateforme en septembre 2017. En 2019, il avait plus d'1 million d'abonnés, après quoi il a commencé à créer des vidéos plus longues. Il proposait des top 10 et diffusait en direct ses sessions de jeu sur sa deuxième chaîne. O'Farrell est une joueuse professionnelle, surtout connue pour ses publications de cosplay, bien qu'elle soit aussi très populaire sur Twitch, où ses abonnés la suivent lors de ses jeux vidéo favoris. Selon certaines sources, Nabanbauer a commencé une relation avec Holly Conrad, également cosplayeuse, en 2018 avec la pleine permission de sa femme Heidi et du mari de Conrad, Ross O'Donovan, mais cela s'est avéré être une mauvaise idée. Peu de temps après, O'Farrell a retiré son consentement et a menacé de demander le divorce si Nabanbauer et Conrad ne cessaient pas de se voir. O'Donovan a quitté la maison partagée avec Conrad tout en restant favorable à leur relation. Puis, le 7 mai 2019, O'Farrell a publié sur son compte de réseau social qu'elle avait découvert que Conrad et Nabanbauer se voyaient toujours et que cela durait depuis des mois. Elle a précisé que Nabanbauer rejetait tous leurs problèmes sur elle et avait menti à ses amis sur sa liaison avec une autre femme. De plus,
Quand elle l'a confronté, il est devenu défensif et en colère, affirmant qu'elle était le problème dans leur mariage. Suite à cela, Nabanbauer a publié qu'il divorçait d'O'Farrell, mais a déclaré qu'il ne donnerait pas plus d'informations car il considérait sa vie privée et son bien-être comme sa priorité absolue. Le seul problème, c'est qu'il avait déjà bloqué O'Farrell avant de publier ce message. Et elle a répliqué en réitérant qu'il l'a trompée depuis des mois, ajoutant qu'elle ne verrait pas sa dernière annonce à ce sujet puisqu'il l'avait empêchée d'accéder au contenu. Ce qui a suivi, c'est une série d'échanges où O'Farrell a accusé Nabanbauer d'être manipulateur, abusif et infidèle. Elle a révélé avoir découvert la liaison en fouillant un ancien téléphone portable de Nabanbauer. Lors de sa recherche, elle a découvert des échanges inappropriés entre lui et Conrad, puis a dit à ce dernier qu'elle serait sûrement moins complexée si elle fréquentait des hommes non mariés. O'Farrell a publié des centaines de mises à jour en quelques jours, alors que Nabanbauer et Conrad sont restés silencieux. Quand Nabanbauer s'est exprimé avec un long message sur cette affaire, il est apparu qu'O'Farrell avait aussi un petit ami de longue date durant leur mariage. Elle a précisé ne pas l'avoir mentionné dans son message initial, pensant que ce n'était pas pertinent, ce qui a irrité de nombreux abonnés à elle et à Nabanbauer. Le couple a divorcé et crée désormais du contenu séparément sur diverses plateformes. Numéro 6. Les canulars sont amusants jusqu'à ce que quelqu'un ne sache plus où s'arrêter, ce qui est arrivé dans une affaire étrange impliquant un YouTuber appelé I'mJ Station. La chaîne appartient au YouTuber canadien Jason Etier, connu pour ses vidéos de cascades surnaturelles. Il a aussi publié une vidéo de défi à 3h du matin, suivant la tendance où les youtubeurs se filmaient en train de faire des activités effrayantes ou interdites à cette heure précise. Appelée l'heure des sorcières en mythologie. La tendance a vite cessé car beaucoup de ces défis étaient trop inoffensifs ou presque criminels. Très vite, les spectateurs se sont lassés de voir toujours le même contenu publié par différentes chaînes. En 2020, Je m'appelle J Station avait atteint environ 5 millions d'abonnés, et il était clair qu'il faisait quelque chose de bien pour attirer un public aussi large. Mais en janvier de cette année-là, il a pris une décision qu'il allait regretter, car cela a indigné la communauté YouTube et a conduit à de graves accusations criminelles. Il avait déjà suscité la controverse en publiant des vidéos où il utilisait une planche Ouija pour contacter des célébrités décédées. Les gens jugèrent cela irrespectueux, pensant qu'Etier agissait juste pour gagner des abonnés et de l'argent. Il est ensuite allé plus loin, franchissant une limite qui a suscité la controverse et mis beaucoup de gens en colère. Le 21 janvier de cette année-là, Etier a annoncé que sa petite amie Alexia était décédée. L'annonce a été faite via une vidéo sur sa chaîne, où il a déclaré qu'elle avait été percutée par un conducteur ivre. Presque immédiatement, ses abonnés sont devenus suspicieux, puisque la vidéo était monétisée, et il a incité les spectateurs à s'abonner à leur chaîne, qui s'appelait Dream Team, par respect pour elle. Il a précisé qu'Alexia rêvait d'1 million d'abonnés, et qu'il touchait presque au but quand elle est décédée. Il a ensuite dit avoir parlé aux parents d'Alexia, qui ont accepté qu'Etier publie les vidéos déjà tournées sur leur chaîne. Des abonnés ont consulté les dossiers de police sans trouver trace de son accident. Ses comptes sur les réseaux sociaux ayant été supprimés, il était impossible de la contacter. Et beaucoup de gens se sont fait avoir. Dans une deuxième vidéo, Etier pouvait être vu en train de visiter un mémorial qui avait été installé pour Alexia. Et dans la séquence, elle lui dit au revoir. Ensuite, il a publié une autre vidéo à 3h du matin dans laquelle il a tenté de la contacter en utilisant une planche Ouija. Le 26 janvier, il a publié une vidéo intitulée « Alexia Morano, la vérité sur elle », dans laquelle elle expliquait que tout cela était un canular et qu'elle était complice depuis le début, confirmant ainsi les soupçons de ses abonnés. Alexia dira plus tard qu'elle ne voulait pas être liée à la blague. Et dans la même vidéo, Etier a affirmé qu'Alexia l'avait quitté au milieu de la nuit et qu'elle avait commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles il aurait été violent envers elle, ce qu'il a nié. Ayant eu des problèmes avec ses parents à cause de la vidéo, il ne voulait plus avoir affaire à Etier ni à ses vidéos. Un mandat d'arrêt a été émis et Etier a été placé en garde à vue. Il a été accusé d'agression et d'agression avec une arme. Le couple s'est vite réconcilié et l'affaire n'a pas été portée devant le tribunal. Numéro 5. En 2023, les chaînes de construction primitives avaient gagné en popularité. Les spectateurs étaient stupéfaits qu'on puisse construire une maison, une piscine ou des toboggans aquatiques avec des techniques primitives, sans outils ou équipements modernes. Mais alors que quelques-unes de ces chaînes étaient authentiques, les gens ont vite commencé à soupçonner que la majorité était trompeuse, et ils ont commencé à examiner les vidéos de plus près, dans l'espoir de démasquer ces constructeurs comme les fraudeurs qu'ils étaient.
De nombreux soupçons sont apparus autour de la chaîne Technologie Primitive, souvent mentionnée sur les forums de construction primitive. Elle comptait plus de 10 millions d'abonnés et appartenait à un Australien nommé John Plant. Les vidéos contenaient généralement les sons de la forêt pendant la construction, et beaucoup de gens disaient que ces sons les aidaient à se détendre. Il n'y a pas de narration, mais elle contenait des instructions étape par étape pour chaque construction. C'est pourquoi beaucoup de gens pensaient que les constructions étaient authentiques. Plusieurs personnes ayant connu Plant ont affirmé que son travail était totalement authentique. D'autres étaient méfiants dès le début, mais cette chaîne en particulier est toujours considérée comme l'une des références pour ce type de vidéo. Comme on pouvait s'y attendre, des chaînes imitatrices ont rapidement commencé à apparaître sur la plateforme et il a vite été supposé qu'elles n'étaient pas tout à fait honnêtes concernant leur construction. On peut dire que la copie la plus flagrante venait d'une chaîne appelée ID Technologie Primitive, qui s'est contentée d'ajouter le mot ID au nom de la chaîne de Plant pour commencer. Une vidéo de la chaîne, intitulée « Construction d'un labyrinthe aquatique souterrain avec crocodile vers la maison secrète souterraine et la piscine », a vite éveillé des soupçons, poussant les spectateurs à scruter les images. On a remarqué qu'il y avait un écart considérable entre les coupures de caméra et que la qualité de production des images semblait trop belle pour être vraie. Ils affirmaient que le projet avait pris 100 jours à réaliser, mais il a été découvert qu'une grande équipe de constructeurs avait terminé le projet en environ 10 jours. Ils ont utilisé de gros engins de terrassement et un caméraman ayant participé au tournage a ensuite confirmé que la chaîne emploie aussi une équipe en coulisses composée d'acteurs et d'architectes. Une séquence filmée par drone montrait un grand groupe de constructeurs travaillant sur le projet, prouvant que l'affirmation selon laquelle seuls 3 hommes l'avaient réalisé était fausse. La théorie du complot avait été prouvée vraie. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus méfiants lorsqu'ils regardent ces vidéos, car ils savent désormais que beaucoup prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Numéro 4, Gary Grumuglia a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il discute des opinions et des activités d'une autre chaîne appelée Hyperborean Knowledge. Il affirme que la chaîne inquiète beaucoup à cause de son contenu et commence à se demander si ce n'est pas l'œuvre d'une secte. Pour référence, le mot hyperboréen se traduit approximativement par « au-delà du vent du Nord ». Cela fait référence à l'extrême nord glacé de la Terre et à une race de personnes mythologiques qui vivaient autrefois dans un paradis situé quelque part au nord selon la mythologie grecque. Dans sa vidéo, Grumuglia dit que la plupart savent distinguer fantaisie et réalité, puis il l'explique. La chaîne affirme que la fiction fantastique prouve la mémoire génétique et qu'une civilisation similaire à celle des romans fantastiques a réellement existé dans l'histoire. Selon la chaîne, cette civilisation est ensuite tombée pour des raisons inconnues, ce qui a conduit à la dégradation de la société moderne puisque le savoir hyperboréen a été perdu. Elle affirme également que la ville mythique d'Atlantide existe encore aujourd'hui et que de nombreuses autres civilisations similaires ont existé autrefois, mais que la connaissance de ces peuples s'est perdue avec le temps. Selon le savoir hyperboréen, l'Atlantide a été détruite par un déluge cataclysmique, mais certains de ses habitants ont survécu. Ils se sont ensuite installés dans d'autres régions du monde, certains s'établissant en Mésopotamie. Les corrompus sont devenus rois sorciers, provoquant le soleil noir et les guerres de purification. Il affirme aussi que les orques et gobelins ont existé, mais qu'ils ont été exterminés. Grumuglia a d'abord noté une incohérence. Le narrateur disait que la civilisation s'était installée dans la région tyrienne, un lieu introuvable sur les cartes, bien que souvent cité dans Donjons et Dragons. Grumuglia suggère que le narrateur faisait en réalité référence à la ville historique de Tyr, en Jordanie, qui se trouve en fait à l'opposé du Moyen-Orient. La vidéo affirme ensuite que la magie météorologique a transformé la zone en désert, provoquant une hausse des températures. Ensuite, il est affirmé que des rois sorciers serpents régnaient sur certaines parties de la Mésopotamie et que les habitants de cette région ont commencé à se battre les uns contre les autres pour obtenir le plus de pouvoir possible. Cela a entraîné l'esclavage, les luttes internes, la soif et la famine. Les rois ont réussi à convaincre la plupart des gens d'abandonner leurs croyances et leurs modes de pensée ancestraux pour devenir des pacifistes à la place. Cela signifiait que ces rois détenaient un pouvoir absolu sur les régions et leurs habitants. Il affirme ensuite que la théorie du complot des hommes lézards gouvernant la Terre est vraie et que ces souverains serpents veulent rétablir les anciennes habitudes de la civilisation. Ils emploient des sorts et des religions pour tromper les gens. La plupart d'entre nous restent prudents face à ce contenu, mais beaucoup ont adopté les théories hyperboréennes.
La section des commentaires de la chaîne regorge de personnes approuvant ces théories, certains affirmant même avoir eu des visions ou cauchemars de cette époque. À l'heure actuelle, la chaîne compte plus de 71 000 abonnés et il est facile de comprendre pourquoi Grumuglia s'inquiète qu'elle évolue en secte, en raison de ses croyances extravagantes et d'une figure centrale qui les guide dans la direction souhaitée. Numéro 3. Certaines théories du complot inventées par des youtubeurs semblent tellement extravagantes et tirées par les cheveux qu'elles en deviennent presque risibles. Et pourtant, beaucoup de gens y croient immédiatement, même sans aucune preuve à l'appui. Un bon exemple de cela s'est produit en 2019 lorsqu'un youtubeur s'est attaqué à la célèbre chaîne de restaurants Chuck E. Cheese pour faire des affirmations inquiétantes et explosives sur les pizzas qui y étaient vendues. Cette année-là, le youtubeur adepte des théories du complot, Shane Dawson, a publié une série de vidéos exposant les conspirations qu'il jugeait réelles. Il avait entendu dire que Chuck E. Cheese récupérait les parts de pizza non consommées et les réchauffait avant de les revendre aux clients. Il a aussi affirmé que les restaurants avaient des jeux d'arcade truqués et que certaines franchises permettaient des jeux d'argent impliquant des mineurs. Pour le prouver, il est allé dans un Chuck E. Cheese et a partagé ses découvertes sur YouTube. Il a déclaré qu'il avait commandé quelques parts de pizza et qu'il avait immédiatement remarqué qu'elles ne correspondaient pas entre elles. Il était d'avis que chaque part devrait être exactement de la même taille, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Certains spectateurs ont rapidement fait remarquer que les pizzas sont découpées à la main, pas par une machine, et que toute personne raisonnable s'attendrait à ce que les parts varient en taille. Cependant, beaucoup partageaient son avis et ont indiqué l'avoir déjà constaté, concluant que la seule explication était la revente des parts de pizza. Comme la chaîne de Dawson comptait plus de 20 millions d'abonnés à ce moment-là, Google a rapidement été inondé de recherches sur Chuck E. Cheese, et il est vite devenu évident que beaucoup de gens avaient cru à cette théorie malgré l'absence de preuves. La vidéo a rapidement atteint 10 millions de vues et d'autres youtubeurs ont commencé à publier leurs propres vidéos sur le sujet. Certains soutenaient les affirmations de Dawson, tandis que d'autres soulignaient à quel point ce genre de raisonnement était ridicule. Des centaines de milliers de personnes ayant cherché des informations sur Google, Chuck E. Cheese a décidé de réagir et a publié un communiqué. Un porte-parole a expliqué que la théorie du complot n'avait aucun fondement et a pris la situation à la légère. Il a affirmé que les pizzas de Chuck E. Cheese sont faites sur commande avec de la pâte fraîche, préparée dans chacun de leurs restaurants. Cela signifie que la forme de chaque pizza est différente même avant d'être découpée, ce qui explique les parts dépareillées auxquelles Dawson faisait référence. La vidéo a été publiée alors que YouTube tentait de freiner la propagation des théories du complot et annonçait qu'il ne recommanderait plus ce type de vidéo à ses spectateurs. Cela visait aussi à freiner la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles, alors en plein essor. Mais la plateforme a choisi de ne pas interdire totalement les vidéos complotistes, estimant qu'il s'agit de liberté d'expression et que les contenus inoffensifs seraient autorisés. À la suite de la vidéo, Chuck E. Cheese a menacé Shane Dawson d'un procès, et des avertissements ont été émis indiquant que cela se produirait s'il persistait à diffuser cette théorie qui n'avait aucun fondement dans la réalité. Numéro 2. David Dobrik s'est fait connaître sur la plateforme de vidéos courtes Vine, qui est aujourd'hui disparue. Elle était considérée comme un précurseur de TikTok, mais lorsque la plateforme a commencé à échouer, il a décidé de publier son contenu sur YouTube à la place. En 2015, il a commencé à publier des vlogs avec son équipe, qui s'appelait la Vlog Squad. Ces vidéos comiques lui ont vite valu plus de 18 millions d'abonnés et le surnom de Jimmy Fallon de la génération Z. Chaque vidéo durait environ 4 minutes 20 et montrait fréquemment des membres de l'équipe faisant des farces à Los Angeles. Ces titres accrocheurs attiraient beaucoup de vues, mais certaines personnes le trouvaient, lui et son équipe, agaçant. Et il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs ne commencent à circuler, laissant entendre que tout n'était pas comme il y paraissait. À cette époque, Dobrik avait déjà reçu beaucoup d'argent de la part des annonceurs qui visaient son jeune public. Il s'est acheté un manoir d'une valeur de plus de 9 millions de dollars, qui comprend un spa, 6 chambres, 7 salles de bain, une cuisine extérieure et un espace barbecue. La carrière de Dobrik en tant que youtubeur semblait extrêmement prometteuse. Mais en 2021, tout a changé très rapidement. En mars de cette année-là, Kat Thunberg a révélé que plusieurs personnes avaient porté plainte contre l'équipe à cause d'événements survenus lors de leur tournage de vidéos. Dans une vidéo, un membre de l'équipe, François, est amené à croire qu'il embrasse une femme alors qu'il embrasse en fait un autre youtubeur, Jason Nash.
Bien que la farce ait été minimisée à l'époque, il s'est rendu compte plus tard qu'il avait été utilisé à des fins de divertissement et qu'il avait été placé dans une situation inacceptable contre sa volonté. Un ancien membre, Nick Kaswani, qui souffre de nanisme, a également révélé qu'il était régulièrement la cible de moqueries de la part des membres de l'équipe. Il a ajouté qu'on lui faisait sentir qu'il ne valait rien, étant traité comme un punching ball, et qu'il a fini par comprendre qu'il n'avait plus de raison de figurer dans leurs vidéos. Cela a été suivi par des allégations plus graves de la part d'une femme qui a révélé avoir été agressée par un membre de l'équipe, et les répercussions ont été presque immédiates. Plusieurs marques ont décidé de rompre leurs liens avec Dobrik et sa chaîne, notamment DoorDash, Dollar Shave Club et eSports. Un porte-parole de HelloFresh a affirmé qu'il ne collaborerait plus jamais avec lui ou son équipe et n'avait aucune intention de le faire à l'avenir. SeatGeek a suivi et Dobrik a annoncé son retrait du conseil d'administration de Dispo, une application de partage de photos. Il a dit que rester au conseil d'administration pourrait freiner l'application et qu'ils iraient mieux sans lui. Il a présenté ses excuses à François dans une vidéo sur YouTube, disant qu'il s'était trompé. Il a reconnu l'importance d'obtenir le consentement de ses cibles et d'avoir rompu avec plusieurs membres de l'équipe. Dans une vidéo de suivi, il a dit croire les allégations de la femme ayant signalé l'agression et reconnu qu'il n'aurait jamais dû inviter elle et ses amis lors du tournage. Aujourd'hui, Dober continue de créer des vidéos et il possède désormais une pizzeria à Los Angeles. Numéro 1. Les influenceurs hors réseau affirment qu'abandonner téléphone, ordinateur, tablette et commodités modernes serait la meilleure façon de vivre. Même si cela peut être vrai dans un sens, beaucoup de ces influenceurs n'ont pas été aussi honnêtes qu'ils le disaient. Les vidéos mises en ligne sur YouTube par ce type de chaîne impliquent généralement la construction de maisons ou d'autres structures sans utiliser d'électricité ni d'autres appareils ou machines modernes. Mais il ne s'agit pas seulement de l'aspect construction de ce mode de vie. Ils promeuvent généralement la vie hors réseau en encourageant les spectateurs à se déconnecter de temps en temps, ce qui peut se faire en laissant les téléphones portables à la maison, en passant du temps avec des personnes dans la vraie vie plutôt qu'en ligne et en évitant les plateformes de réseaux sociaux. En ce qui concerne les chaînes hors réseau, Pure Living for Life était le leader. Elle appartenait à Jessie Stafford et Alyssa Craft qui vivaient ensemble, mais selon certaines sources, n'étaient pas mariés. La chaîne a débuté comme vlog sur le minimalisme, puis ils ont déménagé dans l'Idaho pour acheter un terrain. Mais ils ont choisi cette région pour d'autres raisons. Ils voulaient éviter les inspecteurs du bâtiment bruyant et l'État autorisant des exemptions vaccinales. Ils pensaient que ce lieu serait idéal pour élever leurs enfants, étant aussi opposés au vaccin. Le couple affirmait qu'il vivait en autonomie sur terrain, mais il est vite apparu que la maison qu'ils construisaient était reliée au réseau d'eau de la ville. Ils avaient le Wi-Fi, l'électricité et étaient raccordés aux égouts de la ville. Ils avaient un téléphone, utilisaient du gaz naturel pour cuisiner et ont ensuite déclaré qu'ils avaient décidé de passer à l'électricité lorsqu'ils se sont rendus compte que l'énergie solaire n'était pas viable. Pendant la construction de la maison, ils ont gagné de nombreux abonnés, mais la charpente avait été réalisée par des professionnels. Ils ont utilisé des panneaux isolants structurels pour construire la maison sans suivre les instructions du fabricant. De grands espaces sont ainsi apparus entre les panneaux muraux et quiconque le signalait était aussitôt bloqué par la chaîne. À mesure que le projet avançait, ils ont obtenu des sponsors et gagné beaucoup d'argent. Lorsque les spectateurs ont signalé des incohérences et des erreurs de construction, Jessie et Alyssa ont choisi de faire une pause. Jessie a acheté un avion et a décidé de prendre des cours de pilotage. La chaîne a rapidement été inondée de vidéos où le couple montrait leurs achats coûteux, suscitant plus de critiques après avoir affirmé ne vouloir ni n'avoir besoin d'aucun confort moderne. Quand Alyssa est tombée enceinte, les travaux sur la maison ont cessé et la chaîne n'a diffusé de nouvelles vidéos qu'en 2019. Mais une fois de plus, il s'agissait de Jessie et Alyssa exhibant de nouveaux jouets et achats qu'ils avaient faits. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Jessie a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il critiquait ses abonnés pour leur impolitesse dans la section des commentaires de ses vidéos. Il s'est ensuite connecté sous le nom d'un homme appelé Jedediah et a commencé à lancer des insultes à toute personne qui le critiquait, lui ou Alyssa. Le couple avait été démasqué comme des imposteurs et il a été révélé qu'il n'avait jamais vécu sur la propriété en question, ce qui a remis en cause la crédibilité des autres chaînes de vie hors réseau. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime.
N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Inconnus et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.